Et à ceux qui avaient un doute, eh bien, le patron du RN veut rassurer le patronat, il veut défendre le travail, la liberté d'entreprendre. Jules, en clair, il dit... Jordan Bardella, je ne suis pas de gauche, je n'ai pas l'entreprise honteuse. Oui, c'est sans doute la phrase qu'il faut retenir de cette interview. Je ne suis pas de gauche, je n'ai pas l'entreprise honteuse. Parce que c'est vrai que nous, quand on a demandé à Jordan Bardella de faire cette interview, on était un petit peu comme, je crois, beaucoup de Français, comme beaucoup d'observateurs. On attendait des réponses extrêmement claires sur le programme économique ou la doctrine économique du Rassemblement national. Parce qu'on entend toujours ici ou là, avec parfois des caricatures que dénonce d'ailleurs Jordan Bardella dans l'interview, qu'il y a un RN de gauche et un RN de droite, qu'il y a un RN pro-business et un RN, un RN social, qu'il y a un RN qui est libéral et un RN qui est socialiste. Est-ce que c'est faux ? Il y a des courants, en tout cas il y a des courants, bien sûr que Jordan Bardella, c'est pas la même chose que Jean-Philippe Tanguy, Alexandre Loubet qui est proche et que Marine Le Pen. Vous avez absolument raison. Donc c'est intéressant de voir la manière dont il définit la doctrine du RN, sachant que tout ça s'inscrit quand même dans un contexte extrêmement important. C'est que vous l'avez dit, l'élection présidentielle c'est quasiment demain pour ces gens-là, et on vient de connaître une séquence qui était très intéressante du point de vue de la normalisation du RN par rapport au patronat. C'est-à-dire que Marine Le Pen a fait ce fameux dîner le 7 avril chez Drouan, qui est une institution, avec les grands patrons français. Il y avait Bernard Arnault, il y avait Monsieur Pouyanné de Total. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de patrons. On a bien vu qu'il y avait une bataille du récit. Est-ce que Marine Le Pen a été bonne ? Est-ce que Marine Le Pen a montré des limites ? Non, je pense que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est un interlocuteur qui est incontournable pour le patronat. Pourquoi ? Parce que Jordan Bardella et Marine Le Pen, quel que soit le candidat, ils sont donnés au second tour de l'élection présidentielle. Dans beaucoup de sondages, donc quasiment tous les sondages d'ailleurs, ils sont donnés gagnants au second tour. En tout cas, par exemple, face à Jean-Luc Mélenchon, ce serait le cas. Même dans des configurations, selon certains instituts, il pourrait gagner face à Gabriel Attal ou à Édouard Philippe. Donc on voit très bien que c'est un sujet aujourd'hui pour le patronat. Ils ne peuvent plus faire comme avant, comme il y a 3 ou 4 ans, c'est-à-dire faire comme si le Rassemblement national n'existait pas. Or, c'est aujourd'hui le principal parti politique, avec en tout cas le plus d'adhérents. C'est le premier groupe à l'Assemblée nationale. C'est la plus grande délégation au Parlement européen. Donc on voit bien qu'ils ne peuvent plus se passer d'eux. Est-ce qu'on peut, à l'inverse, est-ce qu'on peut gagner une élection présidentielle sans un minimum de soutien du monde de l'entreprise? Ah non, je ne pense pas. Ouais. Je pense que c'est pour ça que vous avez raison de poser cette question. Elle est très bonne, parce que c'est aussi pour ça que Jordan Bardella, finalement, il essaye de montrer qu'il y a une mue économique au Rassemblement national, qu'il y a une sorte de virage pro-entreprise qui est pris, pro-business qui est pris, et je trouve assez malin de le faire en tout cas vis-à-vis de la gauche, parce que c'est très intéressant. On se demandait finalement est-ce que le RN était libéral ou pas, et en fait finalement c'est pas tout à fait la question. Jordan Bardella, il vous dit non, si vous voulez qu'on défende les entreprises, c'est très simple, il y a la gauche qui veut beaucoup plus de normes, qui veut beaucoup plus d'impôts, qui veut mettre des impôts sur la production, des impôts sur les sociétés beaucoup plus, qui veut faire la taxe Zuckman, et lui dit de l'autre côté, eh bien vous avez nous, parce que lui considère évidemment, et c'est pas tout à fait juste, que la droite n'existe plus, que le camp macroniste n'existera plus en 2027, et que le vrai duel ce sera entre la gauche, et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, et le Rassemblement national. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, et à la fois il a donc cette liberté d'entreprendre, ce discours sur la souveraineté. Stabilité, relance, revalorisation du travail, il parle des charges et des normes. Absolument, mais la défense du travail qui paie, c'est-à-dire que l'argument qu'on entend notamment dans la presse de gauche qui veut se payer le Rassemblement national sur cette question-là, c'est de dire, puisque le RN prend un virage pro-entreprise, pro-business, ils ne défendront plus les classes moyennes et les classes populaires. Et on voit dans cette interview que Jordan Bardella, il envisage, et en tout cas il ambitionne, de conjuguer les deux. Et finalement, il veut faire ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007, c'est rassembler les classes populaires, les classes moyennes, et une sorte de bourgeoisie patriote que représente le patronat. Mais il n'est pas du tout sur la même ligne que Marine Le Pen sur le plan économique, et à partir du moment où on ne sait pas lequel des deux sera candidat, sur la fiscalité, sur les hausses d'impôts, ils ne sont pas exactement alignés. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen a un programme économique beaucoup plus de gauche, je pense qu'on peut le dire. C'est pas lui faire cet affront, beaucoup plus orienté vers les classes populaires que vers le MEDEF. En tout cas, dans le discours, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu ce qui manquait dans cette interview, peut-être, mais c'est parce qu'on n'est pas dans l'élection présidentielle. Mais Marine Le Pen, pour le coup, est dans le concret. On n'a pas le programme, non, parce que même le programme, quand vous regardez par rapport à 2022, même sur la question des retraites, par exemple, le Rassemblement national a évolué. Mais par exemple, c'est le meilleur exemple. Il y a une clarification assez utile quand même de Jordan Bardella sur la question des retraites, parce que quand on a plutôt le cœur à droite, on pouvait reprocher au
RN de ne pas quand on a le cœur à vouloir... droite, on n'est encore pas d'accord avec la réforme des retraites qui est proposée Alors, il par... explique un petit peu autrement. C'est vrai, il veut mettre les jeunes avant au travail, et puis les vieux, eh bien, il faut qu'ils continuent. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas tant sur les renoncements du Rassemblement national, et c'est ce que j'essaie de lui faire dire dans l'interview à Jordan Bardella, c'est à un moment donné, pour avoir de la crédibilité économique, il faut des renoncements, et le RN l'a fait sur tout un tas de sujets. Marine Le Pen, je vous rappelle qu'en 2012, elle fait campagne à l'élection présidentielle sur la question de l'euro. En 2017, ils font campagne sur la question pas de la sortie de l'Union européenne, mais quasiment d'une sorte de bruxellite, c'est-à-dire arrêter avec Bruxelles. Alors que là, on voit bien que le vrai sujet, ce sera l'économie. Et il s'en prend d'ailleurs quand même encore, c'est là où il ne se déjuge pas totalement le parti du Rassemblement national, parce qu'il dit en gros l'Union européenne qui désorganise la décroissance économique. C'est assez malin, parce que c'est vrai que c'est pas totalement faux. Il y a ici d'ailleurs le secteur de l'automobile qui est tombé en lambeaux sous ces présidences Macron et puis de Madame von der Leyen. Donc il y a cette évolution aussi. Ah non, mais il y a complètement une évolution. D'ailleurs, Jordan Bardella, il le dit, mais il avait déjà dit dans plusieurs interviews que le premier déplacement officiel qu'ils feront, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, le président de la République, si évidemment ils y arrivent et si les Français décident de leur accorder les suffrages, ils iront à Bruxelles pour faire finalement un rapport de force que la France ne fait pas depuis un certain nombre d'années. Donc c'est vrai qu'il y a tout cela. Il y a aussi la volonté d'aller assez vite. Ça, je ne l'avais jamais entendu dans la bouche de Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'on vous parle souvent, vous savez, des 100 jours quand vous êtes élu à l'Élysée, ou même quand vous êtes à Matignon. C'est la campagne qu'ils avaient fait notamment aux dernières élections législatives. C'est sur le côté, il va falloir aller extrêmement vite dans la bataille contre les normes, dans la bataille contre les impôts papiers. Après, il ne donne pas, c'est vrai, de mesures concrètes à ce stade. Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut, on peut reprocher. Après, il y a un programme qui existe. Le RN avait un contre-budget, par exemple, lors du dernier budget. Le RN avait un programme aux élections législatives. On peut regarder tout cela, mais c'est vrai que le temps des programmes n'est pas venu. Je pense qu'il n'y a aucun parti, à part peut-être les dingueries du Parti socialiste qui ont été publiées la semaine dernière. Écoutez, c'est les mêmes qu'en 80, donc. Absolument, il n'y a pas de programme aujourd'hui. Si vous demandez aujourd'hui à Bruno Retailleau quel est son programme sur l'économie, il va vous répondre les grands axes et la doctrine qu'il souhaite insuffler au pays pour l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas de programme extrêmement budgété. On a vu que par exemple Sarah Knafo avait sorti sa machine à idées hier, c'est à 16h, et on voit qu'il y a des consultations qui sont données, mais il n'y a toujours pas de programme non plus dans aucun des partis. Donc ça, c'est vrai que ça va manquer, mais vous inquiétez pas, on refera des interviews de Jordan Bardella et de tous les autres candidats. Non, mais c'est pas parce qu'ils écoutent le RN qu'ils adhèrent au RN. Patrick Martin le rappelle, c'est pas le MEDEF qui a porté Jordan Bardella, enfin le parti du Rassemblement national, à 35%. Donc ils l'écoutent, oui, mais c'est pas non plus une adhésion. D'ailleurs, en 2024, ils avaient été assez critiques sur le programme du Rassemblement national. C'est vrai qu'on l'a souvent dit, Marine Le Pen s'était peut-être un peu pris les pieds dans le tapis sur les questions économiques. Elle a souvent été en difficulté sur la fiscalité des entreprises. Lors de la dernière campagne. Mais là, c'est vrai qu'il y a une équipe qui est davantage musclée, avec des gens qui viennent vraiment du sérail, pour le coup. Charles-Henri Gallois, François Durville. Vous avez raison, le RN est en train d'essayer de muscler sa jambe économique, et évidemment qu'ils ont raison, parce qu'ils savent très bien que le petit théâtre antifasciste ne fonctionne plus vraiment, et que le système aujourd'hui n'a plus finalement qu'un seul argument, ou en tout cas un argument valable, ou en tout cas un argument qui a une prise chez un certain électorat, et notamment chez l'électorat de droite, ou même chez l'électorat macroniste, c'est la question de l'économie. Donc c'est pour ça que Jordan Bardella, l'an dernier, il a fait venir Charles-Henri Gallois, qui a passé une quinzaine d'années dans les grands groupes, notamment LVMH, notamment Chanel, et qui connaît par cœur ce secteur industriel. Il a accueilli il y a peu de temps en conseiller spécial quelqu'un qui s'appelle François Durville, qui n'est pas forcément très connu, mais qui a dirigé le fonds de gestion Otium Capital, qui est de Pierre-Édouard Sterrin, et donc qui connaît par cœur tous ces sujets-là. C'est lui qui d'ailleurs avait coaché Marine Le Pen dans l'élection présidentielle en 2022, notamment pour le débat sur l'économie. Ils avaient accueilli il y a 1 an et demi Ambroise de Rancourt, qui est un personnage aussi très intéressant et qui est aujourd'hui le directeur de cabinet de Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'ils essayent à droite à gauche de se muscler, de faire un programme, et ça on le verra évidemment plus tard, solide, et un programme surtout crédible. Et sur le patronat, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on a vu, le déjeuner de Jordan Bardella au MEDEF, le dîner de Marine Le Pen chez Drouan, on ne l'aurait jamais vu il y a 4 ou 5 ans. C'est ça qui est intéressant. Et donc c'est pas tant le fait que le RN renonce pour avoir de la crédibilité, c'est aussi que le patronat
n'a plus le choix aujourd'hui. C'est un interlocuteur naturel, le Rassemblement national, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Imaginez si le patronat refusait de parler à un parti qui possiblement dans un an peut gouverner, ce serait se tirer une balle dans le pied, parce que les patrons, ils veulent que la politique, elle corresponde à leur riche en enseignements et certainement scruté par le monde de l'entreprise en difficulté aujourd'hui. Restez avec nous dans quelques instants. On évoquera ce baromètre. Oui, un président de la République qui gagne un point, une fois n'est pas coutume, c'était inespéré. En revanche, il envoie son Premier ministre au front, se frotter aux difficultés du terrain. C'est le résultat, il perd 3 points, on en parle. De Français régulièrement sur la scène internationale. En revanche, ça se passe un tout petit peu moins bien pour Sébastien Lecornu, qui est sans doute rattrapé par la crise énergétique et un mois d'avril un petit peu chaotique. Le Premier ministre qui perd 3 points, Jules Torres, dans votre enquête CSA, le JDD, 29% de satisfaits. Oui, il passe sous la barre symbolique quand même des 30%, donc ça devient évidemment extrêmement compliqué pour le Premier ministre, parce que vous l'avez dit, il vient de vivre un mois, le baromètre est publié tous les mois, il vient de vivre un mois un petit peu compliqué, parce que vous avez en effet le réel qui est rattrapé par la flambée des carburants, par la crise dans le détroit d'Ormuz. Alors évidemment, le gouvernement n'y est pas pour grand-chose dans cette guerre, mais gouverner, c'est prévoir, et on voit bien que ce gouvernement n'a pas prévu cette flambée des carburants, n'a pas prévu d'aider les Français davantage que dans d'autres pays. Quand on voit ce qui se passe en Italie, en Espagne ou en Allemagne, on voit bien qu'il y a une baisse des taxes, et une baisse des taxes qui n'est pas significative, ça passe pas qui est massive. Et les Français voient un gouvernement extrêmement retors, un gouvernement qui ne veut pas bouger, un gouvernement qui ne veut pas finalement refaire un quoi qu'il en coûte, et on peut le comprendre parce que ça rejoint le sujet qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a plus de caisse, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il n'y a plus d'argent nulle part, ou alors on ne veut pas en trouver. Et donc les Français, directement, ça a une conséquence sur la popularité de Sébastien Lecornu. C'est pour ça que Sébastien Lecornu perd 3 points et culmine à 29% de satisfaits. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'on vient pour ceux qui sont intéressés par la politique, et les Français, le peuple français est un peuple extrêmement politique, on voit bien qu'il y a eu un spectacle à l'Assemblée nationale absolument lunaire. Ça a commencé par la loi Yadan sur les nouvelles formes d'antisémitisme, avec une loi qui objectivement, même si on est tous évidemment très engagés dans la lutte contre l'antisémitisme, n'était pas une loi qui était très bien écrite, était une loi qui au contraire aurait pu se retourner contre l'objectif de Madame Yadan. Donc le gouvernement a dû la faire supprimer pour refaire un projet de loi qui sera porté par Aurore Berger dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est la première des choses. Donc premier couac. Deuxième couac, qui là pour le coup va intéresser en tout cas je pense tous les Français et toutes les personnes qui voulaient travailler le 1er mai, ce texte porté par la droite et très soutenu par Gabriel Attal, qui n'a pas voulu être voté par le gouvernement parce que les partenaires syndicaux et les partenaires sociaux n'avaient pas été ajoutés aux discussions de travail. Donc c'était incompréhensible, c'était là aussi un nouveau couac. Et puis finalement le gouvernement s'est un petit peu rattrapé. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on parle du moins 3% de satisfaits. Sébastien Lecornu, il perd 14 points. 14 points en un seul mois chez les artisans, chez les commerçants et chez les petits patrons. Donc on voit très bien que ça a un impact, et souvent on peut avoir tendance à dire faillite au premier bien sûr, quasiment un record de faillite sur l'année 2025 aussi, et c'est vrai que souvent on a tendance à dire que la petite poloche, la petite bataille parlementaire, elle n'a pas d'effet chez les Français. Et là, on voit bien que dans les secteurs, en tout cas, qui sont incriminés, qui sont concernés par le travail le 1er mai, ils en veulent à Sébastien Lecornu. Sarah Salman, votre sujet, les prisons, les agents pénitentiaires. Non, on ne va pas vous mettre en prison. Les agents pénitentiaires exigent une réponse du gouvernement. Ils appellent à la grève générale demain lundi. Alors ils estiment qu'ils vivent une situation devenue insoutenable dans les prisons. Ils dénoncent la suroccupation carcérale. Alors c'est quand même une mobilisation nationale d'ampleur inédite demain. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, parce que là je regardais les chiffres. Au 1er mars, il y a 87 126 personnes qui étaient incarcérées, donc c'est un taux d'occupation de 137,5%. Donc la surpopulation carcérale, elle est réelle, et d'ailleurs il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu le 15 janvier 2026, donc très récemment, et il fait suite à une multitude d'arrêts en ce sens qui condamnent la France pour des conditions qui sont indignes, et ce sont des arrêts où la Cour estime que les conditions de détention imposées à l'intéressé ont violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc traitement inhumain et dégradant, et l'article 8 sur la vie privée et l'intimité, puisque certains détenus ont moins de 3 mètres carrés pour vivre. Vous avez des cellules où ils sont parfois à 3, entassés, 4, avec des matelas par terre. Donc c'est tout à fait réel, et ça augmente les cas de violence, de tension.
Voilà, les surveillants ont raison. Sécurité pour les surveillants. Violence, tension, et c'est les surveillants qui sont aux premières loges. Le fameux plan, tous de la mémoire, ici, oui, avec 15 000 places de prison qui avaient été 2017, promises, on en a 5 411 précisément qui ont été livrés, soit 35% seulement du total visé. Alors, dont 3 000 via des prisons modulaires. Mais oui, ce qui est incroyable, c'est que le gouvernement se mord la queue devant ses propres contradictions, parce que l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas construire des prisons, c'est les difficultés à acquérir le foncier, les lourdes procédures d'urbanisme, en gros les normes qu'on a toujours. Les normes, et puis vous avez aussi des personnes, des particuliers qui ne veulent pas vivre près de prison, qui s'opposent aussi. Donc c'est très compliqué d'en construire. Après, Emmanuel Macron en avait promis 15 000. On est très très loin des 15 000. Et oui. Oui, vous avez raison, ce ne sont pas des sujets nobles, la question de la prison, la question de la sécurité. Et Emmanuel Macron a fait de très grandes promesses en 2017 et on voit bien qu'il n'y arrive pas. Vous avez dit 5 411 places de prison. C'est vrai qu'à cela, il faudra ajouter les prisons modulaires, qui a été une bonne chose, pas créée, mais en tout cas mise dans le débat public par Gérald Darmanin. Donc ça, c'est une bonne chose et ça va arriver beaucoup plus rapidement. Je crois que ça arrive en 3 fois moins de temps qu'une prison normale et que ça coûte même, je crois, 3 fois moins d'argent pour le contribuable. Le sujet aussi, c'est la question des détenus étrangers. Gérald Darmanin, là aussi, avait brisé ce tabou. C'était dans le JDD au début de l'année dernière. C'est-à-dire que vous avez en effet 82 000 prisonniers et vous en avez 25%, donc quasiment 20 000, qui sont actuellement étrangers. Et je ne vous parle même pas des binationaux. Et on sait très bien qu'il y a par exemple beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains, beaucoup de Tunisiens. Il y a aussi pas mal de Roumains et d'Albanais. Et il faudrait qu'on puisse accélérer les procédures d'expulsion pour ces détenus étrangers, pour libérer de la place dans ces prisons-là, parce que c'est aussi ça. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays où il y a 400 000 places de prison. Et on en est où, revanche, justement, de ces accélérations alors, Gérald Darmanin a augmenté, je crois, de 70%, mais ça représente des chiffres quasiment résiduels. Je crois qu'on est à 1500 expulsions l'année dernière, et c'était 1000 un petit peu avant. Donc on est sur une belle augmentation. Et encore une fois, le vrai problème, c'est l'impéritie de l'État à expulser, notamment les ressortissants des pays du Maghreb, parce que les trois nationalités les plus représentées, je vous l'ai dit, c'est les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Et on sait très bien que c'est très compliqué d'expulser vers ces pays-là, qu'on n'obtient pas les laissez-passer consulaires et que de toute manière, le gouvernement, ce n'est pas une priorité pour ce sujet-là. Oui, après on arrive à des situations ubuesques. Quand vous avez une personne dangereuse, un juge va se dire qui est le plus dangereux parce que je n'ai pas assez de place en prison, et on se demande pourquoi parfois certains ressortent avec un contrôle judiciaire. Eh bien, on a aussi la réponse, c'est la surpopulation carcérale. Parfois extrêmement surpris. Je caricature un peu, mais vous avez compris l'idée. Belloubet notamment. Les suites de l'affaire Grasset, on termine là-dessus. Le JDD c'était assez croustillant les pages du JDD quand on lit ce Pascal matin. Ménadier, généralement, c'est toujours un peu c'était bien informé Pascal Ménadier, le JDD, donc qui a pu consulter le groupe WhatsApp intitulé Autrice et auteur Grasset. Alors que les auditeurs comprennent, ça regroupe l'ensemble des romanciers et des journalistes qui annoncent leur intention de quitter la maison d'édition Grasset après l'éviction d'Olivier Nora. Alors ce qu'on y découvre est assez stupéfiant. Alors ils sont 300 à parler. Alors parfois c'est vrai que ça parle un petit peu sans filtre, de manière assez décomplexée, souvent hors sol. Alors moi j'ai bien aimé en espérant que la mort de Nathalie Baye ne va pas éclipser l'actualité littéraire. La famille de Nathalie Baye appréciera. Quand on est 300 dans un groupe, le problème aussi, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas un groupe one-to-one. Ces gens-là sont dans une impunité totale. C'est-à-dire que quand on lit les messages, on se rend finalement compte que Boualem Sansal est interdit de séjour dans les pays islamistes, et notamment l'Algérie, mais aussi à Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que cette caste médiatique, en fait, ce n'est pas une affaire Grasset, c'est une affaire Sansal. Il déteste Boualem Sansal, il déteste la personne qui l'incarne, il déteste le fait de devoir publier avec cet auteur. Je vous rappelle qu'il y a des mensonges, il y a quand même un journaliste qui dit « on va bouffer de cette daube matin, midi et soir à partir du 6 juin ». Ce monsieur-là, je ne vais même pas citer son nom parce qu'il ne le mérite pas, a publié 4 livres chez Grasset, il en a vendu 1000. Pas 1000 fois 4, pas beaucoup. Pas 1000 fois 4. 1000 en 4 livres. 400 000 pour Boualem Sansal. Et 400 000 pour le dernier livre de Boualem Sansal. Donc on voit bien que ces gens-là sont jaloux de la réussite de Boualem Sansal, jaloux peut-être aussi du récit, parce que ils font de Boualem Sansal quelqu'un qui serait d'extrême droite, quelqu'un qui aimerait beaucoup l'argent. Ils essayent de le diaboliser, de le décrédibiliser au maximum. Mais moi j'ai hâte de lire le livre de Boualem Sansal parce que
Il va raconter ses 365 jours dans les geôles algériennes. Alors oui, il va être assez dur avec le régime algérien. C'est peut-être ça qui agace la caste médiatique de Saint-Germain-des-Prés. Mais ce qui est fait à Boualem-Sansal est objectivement ignoble, objectivement horrible. Moi, je ne vais pas dire grand-chose parce que dans cette boucle WhatsApp, il y a des gens que je connais personnellement et en plus que j'apprécie. Mais voilà, je préfère le dire. Oui, mais je préfère être transparente. Après, d'un point de vue strictement juridique, on peut dire qu'il n'y a rien d'illégal. D'un point de vue moral, c'est discutable. D'un point de vue juridique, il n'y aura pas de procès en diffamation ou en injure publique. C'est pas un journal de procureur, contrairement à la gauche. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas des messages qui susciteront un procès. Non. Mais d'un point de vue moral, on peut en discuter, effectivement. Merci à tous les deux. Merci à vous, Stéphanie.